Donc on continue de discuter dans l'exposition Les communautés à l'œuvre. Et donc j'avais envie, après le débat que nous avons fait hier à la bibliothèque, de prolonger un peu la discussion de façon peut-être plus informelle et vous faire agir aussi par rapport au thème de l'exposition. Donc l'exposition s'appelle Les communautés à l'œuvre. Et donc ce que ça dit, ce que ça raconte, c'est que dans l'architecture, dans les projets qui sont présentés ici, ce sont des situations dans lesquelles les gens habitent déjà depuis très longtemps. Et donc ça conditionne énormément forcément la façon dont on travaille, la façon dont on est en relation avec les personnes, on crée des relations interpersonnelles avec les gens qui les habitent. Et ça conditionne et ça change sur le plan, y compris affectif, ça change le rapport aux choses et la façon dont on fait l'architecture. Donc est-ce que c'est des choses que vous faites depuis très longtemps? Et c'est, je sais, une ressource importante pour vous, puis c'est une attitude. Donc je ne sais pas si vous voulez réagir à ça. Tout à fait apte à commencer toujours Moi qui m'y dois. Non, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça montre, pour une fois, en fait, une forme de continuité du projet. C'est-à-dire que d'une manière générale, on a souvent une vision des projets d'architecture ou de bâtiments. Une fois le bâtiment fini, et puis après, on considère que c'est autre chose, quoi. Et là, je trouve que c'est intéressant de voir que les projets continuent à travers, et pendant longtemps, à travers les usages, à travers ce que les gens en font aussi, puisqu'ils ils l'approprient, ils le transforment. Et pour nous, ça a une résonance aussi particulière, puisque c'est aussi de cette manière qu'on pense les projets, c'est-à-dire de ne pas considérer le projet, la construction comme un élément en soi fini, mais qui est fait pour appeler une suite, en tout cas qui est destiné, que le projet est destiné à quelqu'un, et ce quelqu'un après va l'occuper. Donc je trouve que l'ensemble des films rend ça assez bien. Et la deuxième chose aussi que je trouve aussi, c'est que finalement, alors je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais ça gomme un peu les lieux finalement. C'est-à-dire qu'on ne voit plus beaucoup si on ne s'attache pas de près à des détails, d'une manière générale, on voit beaucoup de ressemblances ou de similitudes entre ce que finalement, comment les gens travaillent librement, ce qu'ils font librement d'un espace, que ce soit à Soweto, à Bordeaux ou ailleurs. Donc il y a je sais pas, ça crée une forme pas d'homogénéité, mais finalement d'universalité de l'usage. Voilà. Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a une sorte de dynamique universelle dans ces choses-là. Et effectivement, il y a assez peu de distinctions, mais ce qui est toujours étonnant, c'est qu'effectivement, quelles que soient les situations dans lesquelles on place les gens, même parfois les plus terribles, je pense parfois au ghetto qui était dans les années 40, où il y avait les regroupements des familles juives, tout le monde arrivait à reconstruire des choses. C'est-à-dire que l'être humain, il a cette capacité incroyable à pouvoir reconstruire même dans des situations les pires. Je ne dis pas que là on est dans des situations les pires, mais effectivement, il y a une fabrique instinctive d'une forme de survie, de fabrication de la vie, jusqu'à l'amener à la fabrication de la joie. C'est-à-dire que la tendance, c'est essayer d'arriver à la joie, à cette puissance incroyable qui est le plaisir d'habiter, le plaisir de vivre, d'arranger ces petites affaires, de fabriquer quelque chose qui soit à la mesure des besoins que l'on a pour être heureux. Voilà, bon, c'est assez formidable, quoi. Bon. Mais on pourrait le montrer aussi là, les situations sont plutôt parfois un peu précaires, semblent un peu précaires, mais j'ai en tête un paradoxe qui va peut-être faire hurler qui est complètement à l'opposition de ça, c'est la famille Rothschild, pardon, hein, qui, dans un ghetto juif en Autriche, a commencé à troquer des choses.
tout était interdit pour eux. Ils n'avaient pas le droit d'ouvrir de banque, ils n'avaient pas le droit de rien faire. Ils ont commencé à bosser avec ce qu'ils savaient faire. Bon. Donc c'est à l'extrémité de ce qu'on voit ici, mais n'empêche que ça démontre quand même cette espèce d'instinct humain à vouloir fabriquer des choses, pouvoir s'en sortir et se fixer un objectif qui soit lucratif, heureux, malhonnête, comme on veut, mais n'empêche de se fixer un objectif et y arriver. Voilà. Ce que je vois, c'est ici, au départ, il y a une intense curiosité, une attention, une sorte de curiosité à ce qui se passe, comment l'espace est, quel est l'espace de l'habité, comment est habité l'espace, et beaucoup d'attention, de discussion, de débat, de rencontres, je pense. De regarder très très précisément ce que les gens sont capables de faire tous ensemble dans un processus qui prend du temps, parce que ces gens ils vivent ensemble, ils habitent ensemble, ils passent du temps ensemble. C'est pas par rapport au temps qu'on peut passer sur des questions particulières en tant qu'architecte, ils passent beaucoup plus de temps, c'est le jour, la nuit, chaque jour pendant des années. Et donc il y a une qualité exceptionnelle de ce travail, de cette question de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc je crois que pour les architectes, ce qui est important, c'est de passer énormément de temps à regarder ça, à comprendre ça, et puis de bien se poser la question de savoir ce que les gens savent faire par eux-mêmes, bien mieux que ce qu'on pourrait faire, et aussi de voir ce que les gens peut-être ne savent pas ou ne peuvent pas faire par eux-mêmes, et auquel cas il faut les aider sur ces choses-là. Ce que je trouve aussi, moi, c'est que quand on voit la façon dont les gens s'attachent à faire les choses, à leur façon, avec leurs matériaux, ils ont aussi une incroyable notion du beau. Et si on regarde vraiment les choses en détail, on voit partout des petites attentions de fabriquer. Et là, je regardais au passage Madame Ramos dans son jardin d'hiver. Tout est à sa place, un bouquet, les pantoufles. Et ça, je trouve que c'est assez formidable aussi de requalifier la notion du beau à travers ça. Alors pour rebondir sur ce que tu disais, Anne, sur le fait que souvent on livre des bâtiments finis. Alors justement, ça questionne cette notion-là, parce que le rapport au temps et la question du commencement ou de la fin, elle est peut-être elle est relative. Finalement, quand on livre un bâtiment sur le plan technique ou de la construction, c'est peut-être là qu'est le commencement en fait, puisque c'est là où les gens vont commencer justement à créer le beau que tu évoques au travers leur projet de vie qui s'installe dans l'architecture. Et donc je voudrais vous questionner là-dessus, et puis aussi peut-être le mettre en rapport avec... On travaille un petit peu aussi dans l'exposition avec Christophe Ferdel sur la question de la partition ouverte. Donc lui, il fait un lien entre la musique et l'architecture. Et donc par exemple, dans le travail de John Cage, dans le jazz, on voit qu'on peut avoir des structures très simples qui permettent justement à la musique, aux musiciens, d'avoir une très très grande liberté de création derrière dans l'œuvre qui se joue, quoi. Tout n'est pas écrit préalablement dans la partition, dans la façon d'écrire la musique. Alors, je me pose la question en architecture, est-ce qu'on a fait ce mouvement-là en architecture ? C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on regarde les plans, la façon dont on travaille, on se rend compte que c'est très déterminant dans l'usage, dans la façon dont on doit habiter. On voit l'exemple des prises électriques qui conditionnent l'emplacement d'un lit dans une chambre, ou la taille des pièces qui finalement condamne à des usages très limités, très restreints, souvent contraints. Et donc votre travail, je pense qu'il questionne ça, il le déconstruit, justement pour revenir à des structures beaucoup plus simples, qui ont des dimensions et une possibilité, une liberté pour la vie, qui est beaucoup plus large. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus ? En fait, ce qu'on fait, c'est on ne livre pas de l'architecture, on livre de la capacité à habiter. C'est-à-dire qu'effectivement, le sujet, c'est de savoir où est-ce qu'on arrête cette mission dite d'architecte, maître d'œuvre,
et où on laisse la place à la liberté des autres, la liberté d'usage, même si j'aime pas tellement le terme. J'aime beaucoup la notion de capacité, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les projets de la Tourbois-le-Prêtre ou de Bordeaux, peut-être qu'ils sont présentés aujourd'hui ici, on ne s'est pas mis à la place des gens, c'est-à-dire qu'on leur a dit simplement, voilà, on vous offre telle surface et vous saurez quoi en faire. C'est-à-dire qu'il faut croire à l'intelligence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut croire à l'intelligence des gens qui savent par eux-mêmes se débrouiller avec toute la diversité qu'ils ont, hein, parce que c'est vrai qu'on peut rentrer dans 30 jardins d'hiver, il y aura 30 situations complètement différentes. Comme on est rentré dans 30 existants différents, comme on s'accorde finalement à comprendre ou à essayer de voir que chaque être a une vie particulière. Et c'est pour ça que j'aime encore une fois cette notion d'écosophie qui s'adresse à la fois à l'écologie, à l'organisation économique et sociale de l'économie et de l'écologie, mais aussi à la clameur de l'être, c'est-à-dire un par un cas par un. Mais il ne faut pas se mettre à la place, on n'est pas architecte pour se mettre à la place des gens, ils sont tout à fait capables de le faire. Et ça, on pourrait le faire à la fois au niveau de la question du logement, mais aussi au niveau de la question de la ville. C'est-à-dire qu'on est contraint, on a tous travaillé beaucoup sur la question du logement et on s'est heurté beaucoup de fois à la question de l'organisation de la ville qui pourrait être prise de la même façon, c'est-à-dire une attention particulière à chaque situation, à chaque organisation, que ce soit pour les logements, pour les lieux de culture, pour les voiries, pour les bureaux. Voilà. Et donc il y a une méthodologie de l'urbanisme qui est à remettre en place peut-être à cette échelle-là, à l'échelle du cas, de l'individu, un par un, à chaque fois. Donc il y a cette question de capacité, il y a cette question de quelque chose d'indéfini qui n'est pas nommé. C'est-à-dire échapper aussi au carcan des définitions de pièces. Une chambre, une salle de bain, un séjour, etc. Finalement arriver au niveau de la capacité d'espace qu'on peut donner à avoir pour chaque habitant une sorte de possibilité de choix, de laisser l'espace libre, de le cloisonner ou de le redécloisonner ou le décloisonner, de créer des espaces dans lesquels du mouvement est possible. Et cette facilité de bouger, elle est assez essentielle, c'est-à-dire effectivement laisser à chaque famille, à chaque habitant, la possibilité grâce à un système simple, de s'organiser, de définir vraiment quels sont ses envies, ses besoins, ses souhaits. Non, mais c'est sûr que la liberté dont on parle, qui peut être donnée à tout habitant, et encore une fois, ça commence avec le logement, mais on peut parler aussi d'une école, d'un musée ou même de la ville. Ça passe aussi par éviter les standards et un surdimensionnement. C'est-à-dire que c'est dans l'espace supplémentaire que cette marge de liberté et d'appropriation va se faire, va se réaliser. Donc le Grand Parc, par exemple, ou le Tourbois-le-Prêtre, quand il y a ces extensions qui, pour un certain nombre de logements, pratiquement doublent la surface de l'espace d'origine, ça crée un appel d'air, un appel d'usage absolument incroyable. Et cet espace d'extension qui est donné, effectivement, il n'est pas programmé, il n'a pas de fonction définie, de qualification. Et c'est là où, effectivement, toute liberté peut être donnée. C'est la même chose dans une école où, par exemple, quand on a travaillé sur l'école d'architecture de Nantes, on a donné aussi cette surdimension que nous, d'une manière générale, on estimerait que si on arrive à doubler, ça, évidemment, c'est la bonne dimension. Mais ça, c'est pas une règle non plus, quoi. Ça s'évalue aussi à chaque situation. Donc, oui, la dimension a de l'importance. Je vais donner un exemple pour illustrer ça. À Bordeaux, sur le bâtiment H, j'ai visité un appartement au dernier étage où un jeune homme avait besoin de faire de la mécanique sur sa moto, sur une Honda 125.
Et en fait, il a entièrement démonté la moto, le moteur, en présentant au sol toutes les pièces dans sa chambre. Et donc ça n'a gêné en rien la fonction de la chambre. Et la dimension, c'est là où on réalise vraiment la taille cette surdimension que tu évoques. Elle est très efficiente, quoi. On voit de suite que des possibilités incroyables arrivent. Et donc on peut exposer l'intégralité des pièces détachées d'une moto dans sa chambre. Et donc il fait de la mécanique, mais aussi le plaisir de voir les pièces dans sa chambre, je pense que c'était important. Oui, ça renvoie aussi à une forme de luxe. C'est-à-dire quand on voit dans des logements ou des jardins d'hiver qu'il y a 2 canapés, en plus de celui qui était déjà dans le salon, qu'il y a 2 tables où on peut finalement décider de déjeuner là ou manger là ou ailleurs. Et tout ça avec une vue, une ouverture vers le ciel qui est assez incroyable. Donc c'est vrai que c'est une forme de luxe très appréciable. Frédéric, tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose d'important. C'est le fait de considérer que c'est toujours un individu ou à chaque fois on ramène à un individu la façon dont on aborde les projets. Dans le projet à Beutre, on travaille avec Marion. On a reçu la philosophe Joël Zask qui a fait ce constat, qui trouvait que sur le plan de la démocratie, de la façon dont on vit en démocratie, la façon dont on a abordé le projet, dans ce cas-là, c'était chaque personne, chaque habitant compte et a une voix dans le travail que l'on mène, puisqu'on reconnaît la façon dont chaque maison est habitée et travaillée. Donc c'est un vrai projet politique. Oui. Et par rapport à ce qu'on a débattu hier sur le projet de Bordeaux, je crois que tu voudras aller plus loin sur la question de l'attention justement et de considérer qu'on fait attention à un contre un. Oui, enfin, tu as dit c'est un vrai projet politique. La question du logement aussi, c'est un vrai projet politique. Je veux dire, depuis 1995, avec Anne, Jean-Philippe et toi aussi, on s'engage non pas sur simplement des questions d'architecture, mais on s'engage sur la question de la politique du logement. Voilà. Bon. Donc pour revenir à ton sujet sur l'attention individuelle à chaque chose, je crois que c'est effectivement très essentiel parce que c'est à ce moment-là qu'on arrive à connaître les choses, c'est-à-dire qu'effectivement, on arrive à connaître la compétence des gens, leurs besoins, leurs envies. La difficulté, je trouve toujours, c'est pas de tomber dans une fausse empathie vis-à-vis des gens, c'est-à-dire une dimension affective. Il faut toujours avoir une retenue parce qu'on est aussi des professionnels de l'architecture. Donc c'est toujours savoir où placer le curseur entre l'affect qu'on peut partager avec des gens et le travail qu'on doit donner. Et donc c'est pour ça que cette idée de capacité elle est intéressante, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, il ne faut pas qu'on se mêle de la vie privée des gens. Il faut qu'on la connaisse, qu'on en connaisse les besoins et qu'on connaisse aussi nos limites d'intervention. Voilà. Et donc nos limites d'intervention, elles ne sont pas guidées par les écoles d'architecture qui nous disent qu'il faut faire le plan, l'APS, l'APD, le truc, livrer tout ça, mais par une autre intuition, celle qu'on a. Et c'est pour ça que très souvent, notre travail d'architecte, il se disperse dans des actions qui sont très très différentes. Enfin, pour reprendre l'exemple de la tour Bois-le-Prêtre, à un moment donné, il a fallu qu'on s'attache à la question des affectations des logements pour les personnes, parce que le maître d'ouvrage ne le faisait pas. Donc ça veut dire que si on s'était fixé un objectif de donner aux gens, de répondre aux gens à leurs besoins familiaux, à leurs besoins sociaux, à leurs besoins économiques et la capacité d'efforts qu'ils pouvaient faire, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Et donc on a des déviances dans notre métier traditionnel d'architecte, mais sans jamais dépasser cette dimension affective. Voilà. J'ai très peur de l'empathie, moi, aujourd'hui. Les indignés, l'empathie et tout ça, c'est un truc qui me... Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont indignés et qui s'attachent à l'empathie le dimanche soir et le lundi matin, ils repartent dans des systèmes très conventionnels. Donc je fais faire très attention à ça, je pense. Voilà. Moi, je pense que c'est le grand risque de ce point de vue et de cette attitude-là. C'est cette retenue professionnelle qu'on doit avoir. Non, mais c'est pour ça, je crois qu'il y a dans cette recherche une sorte de capacité qui donnerait la plus généreuse possible. Il faut bien faire la part des choses entre ce que les habitants pourront faire bien mieux que ce qu'on saurait faire nous à leur place, et précisément ce qu'on peut faire parce qu'eux ont des difficultés à le faire. Et donc du coup, en faisant cette partition des choses, on voit bien que ça permet
de pousser les capacités plus loin, parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on fait parfois à la place des gens qu'il faudrait ne pas faire, parce qu'ils le feront mieux que nous. Et donc, c'est essayer de travailler dans ces deux dimensions, proposer les capacités maximum, la liberté maximum, c'est-à-dire, à un moment donné, s'arrêter de réfléchir à ce qu'il faudrait faire, parce que précisément, les personnes qui vont venir, elles le feront beaucoup mieux. Donc, peut-être pour revenir un peu à la question que tu avais posée tout à l'heure, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. L'architecture, c'est quelque chose qui continue parce qu'il y a quelque chose, ça part de quelque chose, d'une histoire avant, d'une situation, d'un terrain, peut-être d'usage, peut-être d'une histoire. Et puis on prend un certain nombre d'éléments qui sont à la fois des histoires des gens, la réalité des gens, les arbres qui sont là, les climats, les animaux qui sont là. On vient introduire un certain nombre de composants complémentaires. Et puis on travaille, et puis au bout d'un moment, on s'en va parce que finalement, il y a une nouvelle situation qui se crée avec des personnes qui vont, avec ces nouveaux outils, avec ces nouveaux composants, vont continuer l'histoire. Donc je pense qu'en architecture, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et il faut s'inscrire à un moment donné précisément pour amener une forme de générosité, mais aussi peut-être de surprise, d'émotion, de poésie dans des espaces. Et puis ensuite, avec plaisir, pouvoir y revenir et pouvoir regarder ce qui s'est passé. Peut-être pour éviter ce sujet de l'empathie dont parlait Frédéric, c'est finalement sortir un peu de l'ambiguïté du terme participation. Parce que globalement, c'est la participation, c'est à un moment donné, gentiment, questionner des gens, est-ce que vous voulez ça, est-ce que vous voulez pas ça, puis finalement de penser que... Hein, oui, voilà. Alors que la vraie question, en fait, c'est de reconnaître un statut d'habitant. C'est-à-dire que c'est une forme de compétence que l'habitant, en fait, il vient dans le processus, non pas pour qu'on l'écoute gentiment ou même avec les meilleures intentions, c'est pas, mais simplement pour qu'il ait sa place et que cette place, elle soit reconnue parce que précisément, c'est lui qui va prendre en charge l'espace et continuer à le développer. Donc ça, je crois que c'est un peu ce qu'on avait essayé de faire à la Tour Bois-le-Prêtre, où on a fait un long processus qui a vraiment impliqué les habitants, mais non pas dans une vraie relation où il n'était pas question de faire de la co-conception, mais simplement où on a essayé de voir avec eux quels besoins n'étaient pas à la hauteur, quels autres, donc avec ce travail de réaffectation qui a été fait, qui d'habitude n'est pas le nôtre, mais qui faisait une part importante du projet en fait. C'était une part de l'accomplissement. À Bordeaux, ça a été un petit peu différent parce que les situations des locataires étaient a priori bien meilleures, mais il y a eu ce travail de les rentrer dans le processus par rapport au fait qu'ils étaient là pendant le chantier, donc comment ils sont impliqués. Donc ça, c'est très important aussi de mettre en question cette façon de faire, quoi. Et d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est ça que tu voulais parler, mais on s'aperçoit que dans beaucoup de situations... Non, c'est pas ça, mais il va continuer. Dans beaucoup de situations, en fait, les habitants sont devenus extrêmement compétents sur les lois, notamment dans le cas des sujets où la démolition de leurs immeubles est programmée. Alors, ce qui est aussi important, je pense, c'est peut-être pour reprendre cette question sur la participation, elle ne peut pas partir de situations très compliquées, très complexes que la ville génère. Je pense qu'il faut sortir des difficultés, des problèmes. Il faut aussi montrer qu'il y a des possibilités de rendre les choses plus simples, plus claires, plus généreuses, plus agréables, pour que les gens puissent à un moment donné ne plus parler seulement de leurs contraintes, de leurs difficultés, de leurs besoins, mais qu'à un moment donné, ils sentent qu'il y a une possibilité de parler de leurs souhaits, de leurs rêves, de leurs désirs.
Et on l'avait vu quand on avait fait la maison La Tapie. C'est vrai qu'au début quand on a fait la maison La Tapie, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient une maison de type préfabriqué, peut-être un tout petit peu plus grande que la maison traditionnelle qu'ils voyaient arriver en publicité dans leur boîte aux lettres. Donc c'est un moment, c'est en tant qu'architecte d'essayer d'ouvrir les possibilités, d'ouvrir les perspectives, ne jamais rêver à la place des habitants, mais permettre à ce que les rêves des habitants puissent arriver, puissent se dérouler. Et je crois que ça, c'est vraiment important de sortir effectivement de la complexité des situations urbaines existantes, d'essayer de trouver des façons de s'en échapper. Par exemple, par rapport au problème du logement, c'est clair que le plus, c'est une façon de s'échapper de ces contraintes. C'est-à-dire, plutôt que de dire il y a quelque chose qui ne va pas, on va le casser et on va refaire, se dire qu'il y a quelque chose qui existe, qu'il y en a une partie qui marche bien et qu'on ajoute à cette partie qui marche bien pour faire plus, pour aller plus loin en dépensant moins d'argent. Par ce système-là, on est capable de toucher aux rêves plutôt que de répondre directement à des besoins. Alors, dans l'exposition, on essaie de travailler un petit peu dans le catalogue. On a fait tout un travail sur la question de la compétence de l'architecture, de l'architecte, et justement la performance des habitants. C'est un peu la rencontre des deux qui est intéressante dans les projets que l'on évoque. Et la question du temps et des processus aussi, sur le début, là où la fin. On voit bien que la notion de work in progress, elle est proche de ce travail. Je perds le fil de ce que je voulais dire. Oui, et je voudrais aussi revenir sur la question de la participation, puisqu'on va en parler cette semaine sur des débats avec le projet de Beutre. C'est vrai que souvent la participation, c'est un peu comme la démocratie participative, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est un peu louche, quoi. C'est-à-dire pourquoi on ne dit pas simplement la démocratie? Et donc quand on emploie le mot participatif, ça veut dire qu'il y aurait un déficit quelque part dans la procédure qui fait que pour intégrer les personnes, on a recours à ce genre de procédures. Et souvent, elles sont la conséquence de l'apport de l'idée d'un architecte ou d'une maîtrise d'ouvrage ou d'un projet. Et ce qui est intéressant dans le travail que vous faites depuis longtemps, je trouve, c'est que finalement, elle est peut-être préalable justement à cette stratégie ou à cette capacité nouvelle qui est donnée. C'est dans la compréhension de la situation. Et c'est là où la participation, peut-être, elle démarre bien en amont. Elle est sur un temps beaucoup plus long. Frédéric, on n'a pas été plus loin que le débat d'hier, ce que tu souhaitais aborder sur la question de l'attention particulière. Donc tu avais une idée particulière. Oui, je ne vais pas répondre comme ça. Non, je veux revenir sur l'histoire de la participation. C'est vrai qu'il y a un truc complètement trouble dans la notion de participation, parce que les gens, on voit bien dans tout ce que tu montres, tout ce que vous montrez ici, c'est que la participation, elle est continue. Voilà, donc à un moment donné, effectivement, on décide d'un concours, on décide d'un moment administratif et officiel pour dire on va s'occuper de la participation. Mais ça veut dire qu'on ouvre une porte sur quelque chose qui est déjà en place depuis des années. Voilà. Bon. Tu veux que je parle de quoi ? Plus précisément. On va tourner en rond, je pense. Non. Sur la ville. Tu veux que je parle de la ville ? Non. Tout à l'heure, avant de démarrer, on a évoqué le débat d'hier et tu souhaitais qu'on aille plus loin sur le sujet de l'attention qui était apportée, sur le rapport à l'urbanisme. Oui, tu as entamé Voilà. Non, mais ce qu'on dit, ce qui est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, dès lors que tu te mets dans une attitude d'attention aux choses, on disait tout à l'heure que la question du logement, c'était une question politique forte, effectivement, par rapport au nombre de mal logés, au nombre de logements qui sont nécessaires à faire, à la stratégie de l'ANRU qui prône les démolitions plutôt que les reconstructions. Donc c'est une dimension politique. Donc on a un travail important qu'on fait parfois ensemble sur la question du logement. Et on en a fait un sujet politique. Mais on pourrait faire un sujet politique de tout. C'est-à-dire qu'effectivement, créer une ZAC
pour faire des concours de logement, de bureaux et tout ça, c'est aussi une aberration économique, écologique, sociale, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que la notion de réinventer la ville en permanence, c'est d'une bêtise crasse pour moi. Il n'y a pas de notion d'inventer. On parlait de la participation, c'est-à-dire que la ville, et Jean-Philippe disait effectivement, il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de moment de démarrage, il n'y a pas de moment de fin à l'architecture, mais il n'y a pas de moment de démarrage, il n'y a pas de moment de fin à la ville non plus. Ce que je trouve très intéressant, c'est dans la ville de Rennes. La ville de Rennes, elle n'a pas créé de banlieue. Elle s'est étendue avec ses qualités, ses défauts, mais elle s'est étendue avec ses services, ses augmentations de logements, ses augmentations de transport. Voilà. Bon. Et donc, on pourrait aussi avoir un point de vue sur la ville qui soit tout à fait précis, qui s'attache à regarder chaque situation pour savoir si effectivement elle convient bien. Est-ce qu'il faut la réadapter? Est-ce qu'il faut l'ajuster? Mais ça peut partir d'échelles très très variables. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un trottoir qui est défoncé, on répare le trottoir. Il y a un espace qui est vide avec la possibilité d'étendre des logements sur ça. On fait ça. Voilà. Et dès qu'on décortique toutes les choses une par une, effectivement, on peut réagir d'une façon économique et sociale beaucoup plus performante et beaucoup plus aimable que ce que les urbanistes proposent aujourd'hui. C'est-à-dire encore des tabula rasa assez importantes avec un quadrillage complètement bête. Je prends le cas de New York aujourd'hui sur le côté ouest, où il y a un plan qui est merveilleux à New York. C'est très simple, c'est des trams, il y a deux diagonales, il y a l'air qui passe de l'eau à l'eau, il y a la lumière qui passe, et tout d'un coup, il y a des gens qui ont inventé une dalle avec des compétitions d'architecture débiles. Voilà. Alors avant, on prenait un taxi, on faisait ça, et maintenant, il faut demander à un type qui a un petit guichet pour lui commander un taxi. Je veux dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont d'une bêtise crasse, simplement parce que l'ego des architectes, l'ego des urbanistes prend une dimension surdimensionnée par rapport à leur rôle. Et leur rôle, c'est pas de se mettre à la place des habitants, des gens qui vivent dans les logements, qui s'occupent des musées, qui font vivre et qui vivent. Voilà. Et donc, il faut arrêter. C'est pour ça que j'adore ces deux bonhommes-là. Non, cette dame. C'est qu'effectivement, ils ont pas pété un plomb, quoi. Ils n'ont pas pété un plomb. Voilà. Dès qu'un architecte a un prix, il pense qu'il est au sommet du monde. Et donc, c'est toujours cultiver cette notion très très précise et délicate de faire les choses au plus près de ce qu'on sait faire. Juste pour rejoindre tout à l'heure, il y a aussi cette notion d'économie, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on propose aux gens des choses, c'est-à-dire qu'on maîtrise l'économie. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur proposer n'importe quelle ânerie qu'on ne pourrait pas se payer. Voilà. Donc il y a cet ajustement permanent et qu'on pourrait élargir à toutes les situations du monde. Bon, voilà. Et en particulier celle de la ville qui est pour l'instant une mise en œuvre catastrophique, je trouve. La ville, voilà, elles n'apportent rien, les villes. Ce sont des modèles qui se répercutent avec des compétitions. Le grand intérêt, c'est d'avoir les Jeux Olympiques. Moi, j'en ai rien à foutre. La seule ville qui n'a pas demandé les Jeux Olympiques, c'est Berlin, bizarrement. Et c'est quand même une ville... Peut-être que ça va changer, parce que oui, mais pour l'instant, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Pour rebondir là-dessus, quand on avait travaillé ensemble sur l'étude à Bordeaux là, pour les 50 000 logements, on avait conclu à une stratégie qui visait à ne pas viabiliser de nouveaux terrains. Finalement, forcément à s'attacher aux situations dont tu parles, chacune au cas par cas. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait presque aller plus loin et dire qu'il faudrait arrêter de construire des nouveaux quartiers, de faire des nouveaux... et vraiment mettre complètement l'effort sur la ville existante? Et peut-être, dans votre travail aussi, je pense que vous avez questionné quelque chose de très important, c'est qu'il y a des frontières, il y a des représentations de la profession ou de la façon dont on aborde la question de la ville, où on oppose toujours le neuf à la réhabilitation. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une économie quand on fait des bâtiments neufs ou une ZAC qui est très élevée, et quand on réhabilite, il n'y a pas d'argent, il y a très peu de moyens. Les projets que vous avez engagés depuis le Plus, et puis après qu'on a voulu développer à Bordeaux, que vous avez fait à Bois-le-Prêtre, GHI, finalement, est-ce que ce n'est pas des bâtiments neufs qui ont été faits? Juste un petit mot, puis je te laisse la parole. Pour cette notion d'étude de cas et d'inventaire des choses existantes et importantes par rapport à la ville aussi, on a fait une étude sur 1648 situations dans Paris et les 22 communes autour. Pourquoi on a fait ça? Pour essayer de répondre à la question du logement, pas pour faire une étude.
à la question du logement en prolongement de la capacité qu'on avait vue sur le territoire de la Tourbois-le-Prêtre, où finalement, sur un tout petit territoire urbain, avec son petit terrain, ses contraintes urbaines et ses existants, on arrivait à augmenter en fait le territoire sans modifier de réseau, sans refaire de route, sans couper d'arbres, en conservant les parkings. On pouvait passer de 100 logements à 120 logements. Et on a fait une étude sur l'ensemble du territoire parisien pour se constater qu'à partir de 435 000 logements existants, qui pouvaient être transformés, réhabilités ou pas selon leur qualité, on pouvait additionner 135 000 logements nouveaux, sans faire d'urbanisme. Voilà. Simplement en repositionnant les choses, sans emmerder les gens, sans rien détruire. Voilà. Et cette notion très très fine de l'attention au cas par cas, elle est là, elle existe. Bon. Ce que je veux dire simplement, c'est que cette étude-là, on l'a présentée à la ville de Paris, on l'a présentée à plein de gens. Tout le monde trouve ça merveilleux en termes de communication. Mais en termes d'efficacité et de projection, ça n'intéresse personne. Personne. Je crois que ce qui est important, c'est à partir de cette observation précise, c'est pour ça que l'inventaire est quelque chose d'extrêmement méticuleux, qui se fait mètre carré par mètre carré, situation quartier par quartier, rue par rue. À partir de cet inventaire, de cette observation, de cette écoute très très précise, on voit bien qu'il y a un certain nombre de ressources qui sont soit des qualités existantes, mais qui peuvent être aussi des problèmes ou des difficultés existantes. Et précisément, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir des qualités, on peut les accentuer ou les garder, en tout cas savoir que c'est quelque chose de fragile et qu'il faut y faire très attention. On peut parfois s'en inspirer, et puis à partir des problèmes et des difficultés, on peut les retourner pour les transformer en qualité. Donc c'est cet enjeu finalement de se dire que c'est y compris à travers les difficultés que l'on crée des ressources, que les ressources existent et qu'elles sont possibles d'être exploitées au maximum. Et donc, rue par rue, maison par maison, habitant par habitant, il y a un travail qui s'additionne, qui se continue et qui, au final, fabrique la ville. Donc ce n'est pas une ville qu'on regarde de très loin en prenant des décisions, il faut relier ou il faut désenclaver. Et quand on dit relier ou désenclaver, sur la carte de la ville, on fait un trait sur le papier. Et en réalité, si on y réfléchissait, ce trait, à l'échelle, c'est quelque chose qui peut-être dans la réalité fait 100 mètres de profondeur, de dimension. Et on voit pas on n'est pas dans cette précision, dans cette nécessité d'être dans la dimension qui est la dimension de la réalité. Et ça, c'est essentiel. Je crois qu'il faut prendre ça en compte et faire preuve d'incroyablement d'attention, de délicatesse, de précision, parce qu'en tant qu'architecte ou en urbaniste, on est un peu, d'une certaine façon, comme des éléphants dans un magasin de porcelaine, à manier des outils qu'en réalité on ne peut apprécier que quand on se rend directement au contact des personnes, au contact des situations. Et en tout cas, il faut l'avoir en permanence présent dans sa tête de cette extrême fragilité des situations et de la violence que souvent l'architecture et l'urbanisme imposent aux situations. C'est vrai que cette méthode et cette stratégie en fait de l'intérieur, de partir de l'intérieur, elle implique réellement de partir de l'habitant. Et on voit à quel point, et les films aussi le montrent, là, à quel point finalement l'espace individuel est important et qu'il est aussi finalement la pierre angulaire de la qualité des relations sociales. Les dernières décennies dans les grandes villes en fait ont voulu plutôt privilégier la qualification des espaces publics ou des espaces collectifs, en réduisant de plus en plus l'espace individuel au motif que finalement un habitant d'une ville n'a pas tellement besoin d'espace individuel parce qu'il a tous les services, il a
Et donc, mais c'était aussi des arguments d'investisseurs, c'est-à-dire que finalement, ça permettait aussi de réduire de plus en plus le standard d'habitation. Mais on voit finalement que c'est une erreur et surtout, il n'y a pas à opposer l'espace individuel et l'espace collectif. Il n'y a pas d'un côté celui qui serait vertueux parce qu'il est collectif et de l'autre celui qui serait égoïste parce qu'il est individuel. C'est absolument important de penser que l'espace individuel, c'est le point de départ et que précisément quand on fait des logements trop grands et qu'on peut quelquefois nous dire que c'est assez égoïste, eh bien on peut dire non parce que avoir de l'espace chez soi, c'est aussi avoir la possibilité de relations sociales parce qu'on peut inviter ses voisins, on peut inviter des amis, des enfants et c'est là que part finalement un tissu de relations qui ne peut pas exister s'il y a cette dualité et ce déséquilibre entre l'espace public et l'espace individuel. Oui, parce que ici, par exemple, dans cette pièce, c'est une vingtaine d'espaces individuels qui se croisent. Marion, ce matin, elle est partie de son espace individuel, de sa chambre d'hôtel. Elle a pris un escalier. Elle a suivi un parcours individuel en croisant des gens, parfois en discutant avec ces gens. Mais globalement, l'espace collectif, c'est bien le croisement de tous les espaces individuels. Donc ce n'est pas seulement une chambre dans laquelle on est tout seul, c'est aussi cette chambre qui a toutes les qualités, mais c'est aussi un escalier qui permet à plusieurs personnes partant en même temps de la chambre de descendre l'escalier en même temps, de se retrouver au bord de la lagune, et de venir jusqu'ici, et puis finalement de se retrouver ici pour discuter d'un sujet particulier, de créer de l'espace collectif, des discussions collectives à partir d'espaces individuels. Donc tout se mêle. Et chaque espace est absolument indispensable. Est-ce que vous voulez poser des questions, prolonger la discussion, le débat ? Merci. J'ai une question à vous poser. Vous m'entendez ? Ouais. Vous êtes animé par la liberté, en fait, hein, par la quête de liberté pour les autres et pour vous-même. Mais pourtant, rien n'est fait pour travailler de cette façon. Alors, comment vous faites pour garder la dynamique, quoi ? Non, mais c'est vrai que d'abord, l'espace, c'est quand même une sorte de matière magique. Si on y réfléchit, l'espace dans chacune de ces alcôves qui se réunit ici, qui au niveau de la lumière part un peu par là-bas, au niveau de l'air part vers la forêt, c'est quelque chose de... Moi qui me surprend, qui m'étonne continuellement. Quand on vient à Venise, on rencontre une ville absolument magnifique et on voit effectivement à quel point l'espace peut être absolument magique. Et en tant qu'architecte ou en tant qu'urbaniste, on est amené à essayer de le faire évoluer, de le faire changer, de le transformer plus ou moins. Et une des qualités de cet espace, c'est sa liberté, je trouve. On voit bien que de toute façon, on ne peut pas le contrôler. On peut influer un certain nombre de choses, mais globalement, il nous échappe toujours, et heureusement. Il y a toujours l'air qui s'en va, la lumière qui vient d'ailleurs. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, en partant de cette qualité de l'espace, cette liberté, l'espace, il est libre. Il faut en tenir compte. Il faut essayer de voir comment, pour chaque habitant, que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Parce que, par exemple, pour le projet de Mérignac, il y avait des gens que vous avez rencontrés, vous avez discuté avec eux. Mais souvent, on est amené à faire des projets pour des gens qu'on ne connaît pas. Mais c'est mieux si on les connaît. Mais malgré tout, on peut penser à cette idée de liberté, y compris pour des gens qu'on ne connaît pas. Y compris pour des façons de vivre qu'on ne connaît pas. Et comment faire en sorte que pour ces gens qu'on ne connaît pas, on peut être le plus généreux possible et donner le plus de liberté possible pour ces personnes. Et à travers tout ça,
il y a effectivement notre propre liberté. Et on lutte pour cette propre liberté, c'est-à-dire cette capacité à faire ce qu'on vient de dire. C'est vrai que c'est un enjeu et un objectif extrêmement fort au départ de tous les projets, de se donner ça comme point d'arrivée, de faire des espaces qui ne contraignent rien, alors qu'on part souvent de beaucoup de complexité. Donc c'est un point de mire qui est extrêmement fort et dans tous les cas, on ne veut pas perdre. Donc du coup, on s'obstine jusqu'à ce qu'on y arrive. Mais il faut se battre, hein. On est comme toi, comme tout le monde, en colère parce qu'il y a des décisions sur les démolitions, parce qu'il y a des concours dans lesquels on a le droit de faire 10% de ce qu'on aurait aimé faire. Au Grand Parc où on nous dit écoutez, c'est bien beau de travailler sur les logements, vous augmentez de 4 mètres, bon c'est un peu beaucoup mais allez on vous les donne, par contre le mètre en plus on ne vous le donne pas celui-là, hein. Ça sera l'urbaniste qui va venir et qui va régler ça à votre place. Alors que précisément comme Frédéric l'expliquait, c'est un enchaînement de séquences. On commence par travailler sur chacun des 530 appartements de la Cité du Grand Parc. Et ensuite, on essaie d'imaginer chacun descendant l'escalier, prenant l'ascenseur, sortant du hall, peut-être trouver un jardin, peut-être lui favoriser la possibilité d'avoir du jardinage, des choses comme ça. Enfin voilà, continuer peut-être la possibilité d'avoir un équipement supplémentaire. Mais globalement, la plupart du temps, on voit qu'il faut se battre pour sortir des cadres qu'on nous impose. Donc, cette liberté, il faut vraiment la revendiquer pour chacun de nous en tant qu'architecte, parce que je pense que c'est celle qui permet de donner le plus de liberté aussi pour les gens pour lesquels on a envie de travailler. Bon, après, j'ai un peu de mal avec le mot liberté, mais bon, qui est associé à deux autres mots, fraternité et bazar, je ne sais plus quoi, là, l'autre. Là. Bon. Non, moi, je préfère la notion de libre arbitre et de point de vue. Voilà. Bon, donc, parce que très très vite, ça peut basculer dans une discussion qui a plus de sens. Bon, on comprend bien hein, ce qu'on dit ici, mais je pense qu'il faudra toujours arriver à repréciser tout ça. Parce que les génériques qui règnent au-dessus des frontons des mairies aujourd'hui, je ne vois pas quel sens ils ont. Hein. Voilà. Donc je pense qu'il... C'est tous les mots, je veux dire. Aujourd'hui, tout le monde parle d'écologie, mais c'est de la merde en réalité. On est d'accord, voilà. La façon dont ça se fait. Voilà, donc mais bon, ça n'empêche pas de réutiliser les mots. Oui, mais le sens qu'on... Je suis d'accord avec ça, mais dans un débat, peut-être un peu public, il faut arriver à redéfinir ce que c'est que la liberté. C'est en fait c'est une sorte de confiance en personne ou en tout le monde. Voilà. Donc la confiance, c'est quoi ? Ça n'a aucun intérêt, la confiance. On attend d'être surpris par quelque chose. Et nous, ce qu'on crée, c'est de la surprise, par des points de vue, par des réactions, par des choses qu'on donne. Voilà. Bon, enfin, c'est un autre débat, mais je pense qu'il est temps de réviser ce Après, peu importe les mots, quand on voit les films ici, les gens s'en foutent. Non, ils ont des choses, ils peuvent faire des choses avec. Après, ça se passe à d'autres niveaux, peut-être. Mais je ne crois pas, parce que quand un barista dans un train aujourd'hui nous dit bonne dégustation et qui nous a vendu un sandwich dégueulasse, c'est que les mots aujourd'hui prennent une importance derrière lesquels personne ne pense. Voilà. Et donc il faut qu'on arrive à réfléchir dans quelle situation on est en train d'être mis. Voilà. Et les mots, c'est pas rien. Je crois que c'est pas rien du tout, au contraire. Non, je dis pas que les mots c'est pas rien, mais on n'est pas les baristas du bar du TGV. Faut pas non plus se tromper. Oui, mais on n'est pas en train de parler des autres. Bon, le débat commence, c'est comme un projet, quoi. D'autres questions sur la fraternité ? Antoine, Parniane, non ? Bon. Assieds-toi, Jacques. Donne le micro, Fred.
La question que je veux vous poser, elle rejoint, mais par un autre côté, tout le débat que vous venez d'avoir là. C'est une question qui est sur l'enseignement, justement. Vous avez beaucoup parlé de l'attention qu'il convenait de porter sur le traitement des espaces, la rigueur qu'on doit avoir pour tout ça. Vous êtes tous enseignants, vous avez tous une expérience d'enseignement, et je voulais savoir comment vous pensez qu'on peut amener dans notre enseignement, dans les enseignements, à cette attention particulière et à ce soin qu'on peut avoir pour la création des espaces, qu'il s'agisse des espaces urbains ou qu'il s'agisse d'espaces plus intimes. Enfin, on est enseignant et moi personnellement, je suis au préalable, je suis émerveillé par les étudiants. Il y a une forme de, je sais pas si c'est la naïveté, mais bon, moi je trouve que c'est bien d'être naïf, c'est pas très grave. Mais une forme de gentillesse, de générosité, d'énergie assez extraordinaire. Et en tant qu'enseignant, ma plus grande peur, c'est peut-être que dans ce que je dis, dans ce que j'essaie d'expliquer, cette générosité puisse se perdre. Et je trouve que c'est vraiment... je suis chaque fois vraiment extrêmement étonné de la qualité des travaux qui sont faits, des recherches qui sont faites, des pensées, des objectifs. Et alors je sais pas, parfois je me dis mais comment c'est possible que ces jeunes gens qui rentrent dans l'école d'architecture en première année, souvent 15 ans après, ils soient un peu désabusés, ils perdent leur énergie. Donc c'est... Ouais, mais c'est vrai que je me rappelle de l'école d'architecture, c'était un moment assez agréable. L'impression de découvrir des disciplines, des questions qui étaient nouvelles pour moi. Et je sais pas, j'ai pas vraiment le sentiment que mon esprit est tellement, j'espère, est tellement changé depuis ce temps-là. C'est vrai que la question que pose Jacques sur la question de l'enseignement, je pense qu'elle le préoccupe aussi. C'est-à-dire que pour connaître un peu Jacques, il a une façon d'enseigner, c'est un vieil enseignant maintenant, qui s'oppose toujours à un code d'enseignement très, très classique, voilà, et que ça ne concerne pas uniquement l'enseignement de l'architecture, ça concerne tous les enseignements. On est scolarisé de la maternelle jusqu'à Bac+7 aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on essaye de tenir les étudiants dans les écoles, dans des timings, dans des choses précises, dans des rendus, jusqu'à la fin de leur vie pratiquement, puisque dès qu'ils sortent de l'école, ils sont soit désabusés parce qu'ils avaient un esprit, voilà, soit ils sont dans le rang, soit désabusés parce qu'effectivement ils avaient un peu d'esprit, ils avaient un peu de recul et fabriquaient du point de vue. Il n'y a aucun point de vue fabriqué dans les écoles d'architecture d'une façon générale, à part le travail que vous faites. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'attache effectivement à l'individualité des étudiants et en essayant d'être étonné par ces étudiants-là. On n'essaye pas de leur imposer, de leur faire confiance justement. On attend qu'ils nous étonnent. Voilà. Et c'est terrible. Effectivement, de voir que tout est passé dans une espèce de moulage. Alors ça ne veut pas dire qu'ils travaillent mal. Et au contraire, souvent ils fabriquent très très bien, mais sans pensée, sans point de vue.
Et ce qui est intéressant, c'est tout le développement. Ou sans oser, où ils estiment ne pas avoir le droit d'eux. Et ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir la porte et de leur dire, voilà, le jardin est ouvert, allez-y. Et c'est ce que vous faites. Et ça monte un peu, hein, ça monte un peu, mais vous ne pouvez pas être dans toutes les écoles du monde. Et c'est pour ça que c'est très bien, ces reconnaissances de prix, parce qu'effectivement, des institutions, elles montrent qu'effectivement, il y a une fabrique du point de vue sur l'architecture, sur l'urbanisme qui est un peu différente aujourd'hui, et qu'il est temps. Voilà. C'est un peu comme avec les habitants, en fait. Il ne faut pas commencer par des contraintes, des limites, des cadres, et il faut ouvrir. Voilà, il faut ouvrir des choses, poser des sujets, et après, en fait, c'est un groupe en fait dont l'enseignant fait partie, et puis après, on essaie de voir comment chacun, par quel bout il va prendre la chose, et si finalement il arrive ou ils arrivent en groupe ou à ouvrir suffisamment, à s'informer suffisamment, à réfléchir suffisamment. Et alors, bon, on voit quand même que c'est quand même des enseignements qui se font aussi comme ça, hein, mais c'est vrai que souvent, pour moi, le problème, c'est que c'est la question des fondamentaux. Au fond, toutes les écoles démarrent un peu par dire première année, il faut acquérir les fondamentaux. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est des fondamentaux? Est-ce que c'est apprendre à dessiner? Est-ce que c'est apprendre les matériaux? Est-ce que c'est faire un catalogue de portes? Ou est-ce que c'est au contraire de s'ouvrir à les fondamentaux de la réflexion donc c'est un peu ça aussi. Et c'est vrai que dans les écoles, il y a encore beaucoup de débats et d'opposition assez forte en fait sur cette question. Au fond, quel doit être le bagage et on considère souvent que c'est au début qu'on doit acquérir un bagage technique, alors que finalement c'est plus intéressant de l'acquérir après, quand on a déjà une possibilité de savoir pourquoi on fait les choses comme ça ou autrement, quoi. Juste un exemple. Hier, il y avait David, avec qui on a dîné, qui a dit qu'il avait pris un an de... Je crois que c'est David qui avait pris un an de vacances quand il était étudiant et qu'il avait appris 1000 fois plus de choses que quand il était à l'université. Voilà, mais plein de choses. Voilà. Bon. Et c'est un peu ça. Oui, un Américain. Ben oui, ben alors, non, juste un dernier mot pour conclure, que finalement, sur l'enseignement comme sur la pratique des projets, tu l'as évoqué avec toutes les procédures qu'on nous donne pour fabriquer des architectures. En fait, on est tout le temps dans des approches progressives. On commence par faire des choses simples pour un jour peut-être faire des choses difficiles. C'est comme c'est vrai pour l'enseignement aussi. Pour enseigner la musique, il faut savoir en jouer pour pouvoir en faire. Et ça me fait toujours penser, je ne sais plus, c'est Freinet, je crois, qui disait que par exemple, si les écoles d'architecture devaient nous apprendre à faire du vélo, il faudrait apprendre la mécanique de la roue, la dynamo, la selle, etc. Et que finalement, pour apprendre à faire du vélo, on n'a pas vraiment procédé comme ça. Et que je pense que l'architecture, c'est pareil. Voilà. On finira sur des tricycles. Exactement. Voilà, ça. Sinon, il y a peut-être juste une chose, c'est que moi je trouve qu'il y a une distinction très facile à faire auprès des étudiants en architecture. C'est plutôt qu'ils ont toujours cette notion d'idée de projet. Et plus de remplacer le mot projet par exercice. Simplement, ça suffirait peut-être. Voilà. Ils font des exercices de recherche, mais pas des projets. Autrement, ils se pensent architectes tout de suite. Voilà. Donc, on va conclure là-dessus. Je vous remercie beaucoup pour les échanges qu'on a eus, le peu de temps qu'on a passé ensemble ici, mais c'était formidable de vous avoir. Et je suis hyper content de vous retrouver ici. Et puis pour la suite, et puis bravo pour récemment les prix que vous avez eus, Anne et Jean-Philippe. C'est quand même largement mérité parce que vous avez réinventé quand même le logement, même si les gens ne veulent pas l'entendre. C'est peut-être d'une avant-garde énorme. Et donc, je pense qu'on les a eus jour, aussi au nom de beaucoup de monde, quoi, parce qu'on n'est pas les seuls à penser ça, à faire comme ça. Et voilà. Mais en montagne, dans les voies difficiles, il y en a toujours un qui passe en premier.